Bonsoir. Salut, vous m'entendez bien? Ça grésille un peu, Ouais, ça mais ça va. passe. Ça quoi, pardon? Il Ça pleut? bug un peu? Il pleut? Il pleut chez toi ou c'est juste du grésillement? Non. Ah, ça, il y a un petit, Ah, je sais. il y a un petit grésillement de fond. C'est embêtant ou pas? Ouais, ça grésille, quoi, un peu, ouais. Ah, Mais, attends, mais bah, ça je sais arrive pas pas à à quoi c'est régler, dû. tant pis. Euh, Comme- Ouais, c'est un bruit blanc en fond, comme s'il y avait de la pluie ou un peu de vent, tu vois. Bizarre. J'ai le même setup que d'habitude avec mon casque. Je sais pas, débranche le câble et rebranche-le, ça se trouve, il y a des petites. Et là, sans le casque? Non, bien mieux. Ah, ok. Bonsoir, bonsoir. Le grand retour du Space Cake. Bon, on n'est pas beaucoup, de toute façon, on va pas faire durer ça très très longtemps. C'était juste histoire de revenir sur les dernières news importantes, on va dire. Et puis voilà, je fais peut-être l'intro et puis on y va. Ou vous voulez attendre un peu plus longtemps que des gens se ramènent? Je sais pas, on peut attendre 5 minutes. Vas-y. Ah, Et là, maintenant, comment vous m'entendez? très bien. Ah, bon, super. J'ai pris le casque de ma femme. Ce sera mieux. Ok, mais ça va? Vous allez bien? Ça se passe, hein? Ça se passe. On a fité le milliard sur le market, tout va bien. Et toi, c'est pas trop chaud? Ça va, nickel. Non, ça va. Ça va, c'est rafraîchi, là. Chez moi, ils ont lancé le chauffage collectif et ils l'ont mis beaucoup trop chaud. Du coup, il fait genre 28 là, ça va pas du tout. Joli. Vaut mieux peut-être ça que pas avoir de chauffage du tout, quoi. Ah, c'est clair, au moins on peut dire que ça marche bien. Pour 36, on va peut-être commencer quand même, hein. Ok, vas-y. Bon, ceux qui sont pas là maintenant, ils seront pas là dans 5 minutes, hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 43e épisode du Space Cake. Ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, on vaquait à nos occupations, un peu plus importantes, on va dire. Et du coup, on reprend cette semaine et on s'est dit que c'était important de le faire, notamment pour parler de, la nouvelle attaque qui a été récemment annoncée sur Lightning, qui est une attaque par remplacement de transactions, dans la même foule et également sur le papier de recherche sur, BitVM qui a été publié il y a quoi? Il y a 2 semaines peut-être? Et qui introduit une nouvelle manière d'exécuter, des choses, sur Bitcoin directement en utilisant Taproot. Du coup, on va principalement revenir sur ces deux gros trucs et puis on pourra compléter ça par des questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à poser et à nous couper la parole. Vous voulez commencer par quoi? Et ben, comme vous le sentez, hein, comme vous le sentez. Le sujet sur lequel, on est le plus chaud peut-être? Vous avez mieux révisé la vulnérabilité ou BitVM? BitVM, pour moi.
Bah, Enfin, j'ai commençons passé la par, journée là-dessus, donc c'est plus frais. commençons par ça alors. Allez, Commençons par très ça. bien, super. Bon, ben, je vais faire une petite intro. Là, je vous ai mis quelques schémas en commentaire si vous voulez aller voir en direct. Attendez que je les mette dans l'ordre. Voilà, puis après, je mettrai les autres après au fur et à mesure. Hop. Donc, tu les as mis dans le chat, hein, c'est ça? Ouais, en dessous, ouais. Ouais, non, mais c'est juste quelques petits schémas qui peuvent être utiles avec les portes logiques, tout ça. Yes. Alors, ben, pour comprendre BitVM, faut d'abord comprendre ce que c'est une porte logique. Je pense que pas tout le monde sait ce qu'est une porte logique, surtout ceux qui sont pas dans l'informatique. Donc, en gros, une porte logique, c'est ce que je vous ai mis sur le premier schéma. Donc, c'est un dispositif électronique qui va permettre d'effectuer une opération, donc ce qu'on appelle une opération booléenne, sur un ou plusieurs signaux d'entrée pour produire en sortie un unique signal, ce qu'on va appeler un output. Donc, autrement dit, pour dire plus simplement, en gros, les portes logiques, elles prennent une valeur binaire en entrée et elles vont produire, enfin une ou des valeurs binaires en entrée, et elles vont produire une valeur binaire en sortie selon une règle logique qui est définie. Donc le plus simple, c'est de regarder le premier schéma que j'ai mis, là où vous voyez yes, not, tout ça. Donc tout ça, ce sont des portes logiques. Là, je vous ai mis les 8 principales. Donc c'est très simple. Le yes, on lui donne en entrée un zéro, il sort un zéro en sortie. On lui donne un 1 en entrée, il sort un 1 en sortie. Le not, il inverse. On lui donne zéro en entrée, il sort un. Et ensuite, vous avez d'autres portes logiques comme le AND, OR, XOR. Tout ça, on va leur donner deux entrées. Donc, on les voit ici sur les tables de vérité. On a le A, le B. Par exemple, sur le AND, si on donne A égale 1, B égale 0, en output, ça va nous donner 0. Voilà. Et donc après, vous avez d'autres portes logiques. Vous avez le OR, le XOR, le N, le NOT AND, le NOT OR ou Exclusive NOT OR. Euh, et donc, toutes ces portes logiques, c'est les éléments fondamentaux euh, qui sont dans les circuits intégrés qui vont permettre justement d'équiper les ordinateurs. Et elles sont utilisées après pour faire toutes sortes de calculs, toutes sortes de traitements de données, justement en convertissant les signaux en entrée euh, en signaux en sortie selon les règles définies. Voilà. Et on va pouvoir les mettre ensemble, les modeler un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est ce qui est à la base justement du calcul en informatique. Bon, dans ces portes logiques, là, elles ne nous intéressent pas toutes, mais c'était juste pour rappeler ça. Bon, vous avez peut-être vu le XOR. Si vous êtes un peu euh, si vous suivez un petit peu Bitcoin, peut-être que vous avez déjà croisé ce XOR, parce qu'on le croise de partout, il est très utilisé en cryptographie. On le retrouve aussi dans le protocole de CoinKit sur les call cards, le site XOR qui permet justement de l'utiliser pour faire un protocole de récupération avec les cibles. Ah oui, juste en dessous, je vous ai mis un petit exemple pour vous montrer sur un calcul tout bête comment ça pourrait fonctionner. Donc, je vous ai mis un exemple d'addition. Là, vous voyez, là où c'est écrit porte XOR pour la somme. Donc, ça, c'est le deuxième schéma. C'est un exemple d'addition avec des portes logiques. Donc, par exemple, si on veut additionner A égale 1 et B égale 1, on va utiliser une porte logique exclusive OR, donc XOR, et une porte logique AND. Donc, c'est ce que vous voyez sur le schéma. D'abord, on détermine la somme avec S est égal à XOR B. Ça nous donne S est égal à 1 XOR 1. Et là, on récupère la table de vérité que je vous ai mis juste au-dessus avec le XOR. Et on peut y voir que quand on donne en entrée A égale 1, B égale 1 sur le XOR, ça nous donne 0. Donc là, ça nous donne 0 sur ce XOR. Et ensuite, on va calculer ce qu'on appelle le bit de report. Donc là, c'est avec un AND, c'est le C. Donc on a C est égal à AND B. Ça nous fait C est égal à 1 AND 1. On récupère la table de vérité qui est au-dessus. Et ça nous donne 1, on peut le voir. AND, input A égale 1, B égale 1. Ça nous donne un output de 1. Et Donc là, ça sert à quoi cet exemple précis?
Oh, ça sert à rien, c'est juste pour, c'est juste pour comprendre. Si, c'est intéressant, ce qu'on appelle un additionneur. Hmm. C'est en fait ça émule l'addition de deux nombres binaires, deux bits. Donc du coup, c'est un peu l'outil de base pour commencer à programmer l'addition à un niveau un peu fondamental. Et petite précision aussi qui peut être intéressante. Donc le plus avec un rond, c'est le XOR. Et le petit chevron qui pointe vers le haut, c'est le et, c'est la conjonction. Donc, et on désigne le ou avec le signe, le chevron, mais qui pointe vers le bas pour le ou, parce que c'est ce qu'on appelle la disjonction. Enfin bon, voilà. Yes, je les ai pas mis. Ouais, non, là c'était juste pour montrer comment on pouvait utiliser des portes logiques pour faire un calcul. En l'occurrence, j'ai pris l'exemple tout simple Oui, d'une addition. c'était surtout ça ma question. Ouais, C'est- ouais, j'aurais dû Est-ce que préciser. est-ce que c'était l'addition ou pas? Ouais. Hmm. Et donc là, on a juste à concaténer notre C et notre S. Ça nous donne en binaire 1, 0. Et donc, si on le convertit en décimale, ça fait bien 2. Donc, on a bien 1 plus 1 égale 2. On a réussi notre calcul. C'est très bien. Donc, ça, c'est bien. On a bien compris pour les portes logiques. Et ce qui est rigolo, justement, avec ces portes logiques, c'est qu'il y en a certaines qui sont dites universelles. Donc, par exemple, si on prend le not end, donc vous le voyez là là où il y a toutes les portes logiques, il est noté end. Donc le not end, il est intéressant parce qu'uniquement avec cette porte, on peut reproduire le comportement de toutes les autres portes de base. Donc c'est justement ce que l'on appelle une porte universelle. Donc je crois que je vous avais mis un autre schéma à mince. J'ai pas mis dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. Je vous le poste tout de suite juste en dessous, si je l'ai. Euh, je l'ai là. Ah, je le voyais pas parce qu'il est sans fond. Ah, donc je voulais poster juste en dessous. Désolé, c'est pas dans l'ordre, c'est le quatrième schéma. C'est là où vous voyez noté port not, port end, port or. Donc là, je vous explique sur ces notations comment on peut reproduire le not avec juste du not end. Donc en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de not A. Vous voyez la barre là qui ressemble à une sorte de L à l'horizontale, là. C'est not. Donc not A est égal à not end A. Donc là, avec ce not end, juste un not end tout seul, on peut reproduire la porte logique not. Ensuite, si on veut reproduire la porte logique end, par exemple A end B, on va prendre on va faire pardon, A not end B, et ensuite on va réutiliser un not end comme on a fait précédemment pour faire le not. Voilà. Et ça nous permet de reproduire le comportement de la porte logique end. Et ensuite, je vous ai mis encore en dessous comment reproduire le comportement de la porte logique OR, c'est-à-dire OU. Donc c'est ce que disait Panta tout à l'heure, là, le OU, vous voyez, ça fait une sorte de V, c'est un chevron inversé. Euh, voilà. Et encore une fois, là, juste avec l'utilisation de not end, on peut reproduire le comportement du OU. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'en théorie, juste avec l'utilisation de la porte logique not end, on va pouvoir faire n'importe quel calcul possible et imaginable. Euh, Puisque ce que je vous ai dit précédemment, ces portes logiques, elles nous permettent de faire justement les calculs qu'on fait sur un ordinateur. Là, on est actuellement en train d'en utiliser des milliards sur notre space Twitter. Euh, eh bien, en fait, on pourrait toutes les refaire avec uniquement du not end. Donc, ça veut dire également que si on est capable de simuler le fonctionnement d'une porte not end dans le langage script de Bitcoin, eh bien boum, on pourrait exécuter n'importe quel calcul sur Bitcoin. Et c'est justement ce que permet BitVM. Donc, est-ce que vous voulez déjà ajouter quelque chose avant que je continue? Euh, je Ou vais je juste dire continue? que, je vais juste dire que bon, c'est pas uniquement le fait qu'on est capable de faire des NAND, hein, des notes N qui fait qu'on est capable de faire BitVM, enfin qui donne un intérêt à BitVM. On va voir en fait qu'il y a une technique qui permet en fait
de forcer des exécutions on-chain et ces exécutions, elles vont effectivement se traduire par des portes logiques parce qu'il y a déjà il y a déjà quelques portes booléennes qui ont été implémentées dans Script en l'occurrence. On peut peut-être prendre des questions déjà, s'il y a des questions là-dessus avant qu'on continue plus en détail sur BitVM. Est-ce que vous avez compris un petit peu ce que c'est une porte logique? Pourquoi est-ce qu'on peut reproduire toutes les portes logiques uniquement avec le not end? C'est bon? Ok, je continue. Euh, Voilà. Alors en fait, du coup, dans le langage script de Bitcoin, il y a déjà deux opcodes qui existent, qui nous permettent justement, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, de faire l'équivalent de ce que fait une porte logique not end. Donc en l'occurrence, c'est l'opcode op-booland et l'opcode op-not. Donc op-booland, c'est l'équivalent du end dans les portes logiques. C'est-à-dire ce qu'il fait en fait cet opcode, il va regarder les deux inputs, imaginons A et B. Si A et B ne valent pas 0, la sortie est 1, sinon 0. Voilà. Donc ça c'est ce que fait op booland et c'est l'équivalent du end si vous regardez encore une fois le tableau avec toutes les portes logiques. Et nous, en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est pas end, c'est not end. Donc, par-dessus ce hop booland, on peut utiliser un hop not qui va simplement inverser en fait les bits. Si l'entrée est 0 ou 1, elle est inversée. Ça, c'est le fonctionnement de hop not. Voilà. Et donc, en les utilisant ensemble, on peut faire ce qu'ils appellent dans le papier justement de BitVM le hop not end, qui n'existe pas fondamentalement dans Bitcoin, mais ils expliquent que on pourrait l'implémenter. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait l'implémenter, puisque finalement, en utilisant hop booland et hop not, c'est comme si on utilisait un hop not end. Oui, c'est un détail pour dire qu'on peut créer une porte NAND parce que effectivement, dès lors qu'on a un NOT et un opérateur de type OR ou ET, on peut tout de suite faire quelque chose voilà, une porte NAND et faire des circuits universels dès qu'on a ça, quoi. C'est un peu un détail, mais en fait, ce que tu dis là, c'est pour montrer que il suffit qu'on sache faire une porte NAND pour démontrer qu'on peut faire n'importe quel circuit logique. Et c'est pour ça que dans BitVM, dans le papier, ils se concentrent uniquement sur la porte NAND parce que justement, ils savent que dès lors qu'on sait faire une porte NAND, on peut faire n'importe quel circuit logique. C'est même plus que juste émuler toutes les portes, du coup, hein. C'est vraiment avec uniquement des portes NAND, on peut vraiment faire tous les circuits logiques, du coup. Voilà, et après, du coup, j'avais fait un petit exemple, je vais vous le mettre en schéma j'avais fait un exemple sur comment reproduire justement la porte logique XOR, qui est utilisée en cryptographie aussi pas mal, uniquement avec des portes not end, donc NAND, comme tu dis. C'est comme ça qu'on dit, on dit NAND? Moi, je dis souvent comme ça. Après, je sais pas quelles sont toutes les pratiques, mais oui, NAND, j'ai souvent entendu ce mot-là quand on faisait ça en cours, quoi. Ok. Voilà, donc ça en fait c'est le schéma du coup que vous voyez juste avant, qui est tracé au stylo. Donc ça c'est juste un schéma qui montre comment avec des portes not end on peut faire un XOR. Donc A XOR B, ça serait l'équivalent de ça. Donc vous voyez sur ce schéma on voit qu'il y a d'abord une première porte NAND qui fait A NAND B. Ensuite, cette porte numéro 1, on va la passer une deuxième fois dans une porte NAND avec A tout seul. On fait pareil de l'autre côté avec B, et ensuite on réunit le résultat des portes 2 et 3 sur la porte 4, ce qui nous donne le résultat du XOR. Et vu uniquement avec des NAND, on peut faire du coup un XOR. Ensuite, j'avais juste fait un petit schéma pour montrer comment ça ferait. Voilà,
Ensuite, vous pouvez voir en vert en dessous, là, j'avais fait un schéma pour. Ouais, bon, j'avais détaillé le calcul, c'est pas très intéressant. Et hop, l'idée de BitVM, c'est de mettre tous ces NAND justement dans ce qu'on appelle des leafs, c'est-à-dire des feuilles qui sont tout au bout du Taptree. Donc on utilise Taproot en fait pour BitVM. Euh, et en mettant ces NAND tout au bout, on va les exécuter chaque NAND dans l'ordre au bout du Taptree. Donc là, je vous avais fait un schéma pour vous montrer, c'est peut-être plus visuel. Là, c'est le tout dernier schéma que je viens de publier, si vous voulez voir. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exécution du XOR euh, A XOR B. En fait, on pourrait le faire avec justement les portes NAND dans un arbre Taproot, comme je l'ai mis à l'instant, là, avec A NAND B. Ensuite, on fait A NAND Z1, ça nous donne Z2. Ensuite, on fait B NAND Z1, ça nous donne Z3. Et ensuite, on fait Z2 NAND Z3. Voilà. Et ensuite, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tellement compris, enfin, j'ai pas eu le temps de regarder les challenges et le reste. Yes, bah, je vais prendre le relais là-dessus. Globalement, donc là, ce qu'on a expliqué, c'est que on va mettre des portes, on va émuler le comportement de portes logiques dans des feuilles du Taptree. Et qu'on a un système logique qui nous dit que globalement, si on est capable d'émuler le comportement d'une porte NAND, on pourra reproduire n'importe quel circuit. En fait, maintenant, il faut comprendre que ce qu'on veut faire, c'est en fait, on veut essayer de créer un système d'adresse où on pourrait dire que la condition de dépense de l'adresse, c'est d'être capable de trouver une solution à un problème logique. Donc en fait, on va parler d'un problème de ce qu'on appelle de vérification ou du problème SAT aussi, quand on parle du problème mathématique formel défini dans les théories d'informatique. Donc le problème de satisfaction. Donc le problème de satisfaction, c'est quoi? C'est étant donné un circuit logique avec une sortie à la fin, on se pose la question de savoir s'il existe une entrée pour le circuit qui donne à la fin un résultat avec un booléen à 1, donc vrai en gros. On pourrait dire vrai ou faux pour les booléens, ça marche aussi. Et donc c'est un problème qui est difficile, qui est en l'occurrence NP complet. Donc c'est-à-dire que si vous êtes capable de trouver un algorithme efficace qui résout ce type de problème, n'hésitez pas à prendre un prix du millénaire parce que vous avez résolu un des 7 problèmes du millénaire. Donc bravo à vous, mais je pense que vous n'y arriverez pas parce que c'est compliqué et manifestement, les experts ils tentent plutôt à dire que c'est impossible de trouver un algorithme efficace pour ça. Donc on imagine qu'on a plein de petits booléens en entrée et on se demande s'il existe une combinaison de booléens qui permet, quand on le passe dans le circuit, dans les entrées du circuit, de trouver 1 à la fin. Et en fait, ce que l'on veut faire là, c'est dire, OK, moi je veux faire une sorte d'adresse qui dit que si quelqu'un a une entrée comme ça, une suite d'entrées de booléens telle que la sortie de ce circuit logique est 1, alors je veux qu'il soit capable de dépenser l'argent parce que je veux le payer, entre guillemets, pour avoir trouvé une solution. Donc c'est un problème qui paraît, on pourrait se dire, c'est vachement particulier. Bon, en fait, non, hein, c'est pas du tout particulier, c'est ultra général. Globalement, vous pouvez vous dire par exemple que les booléens en entrée, ça peut être une signature. Et quand je dis signature, c'est pas forcément une signature de Schnorr, c'est pas forcément une signature ECDSA, c'est pas forcément une signature sur la même courbe elliptique, c'est une signature, quoi. C'est par exemple vérifier qu'une signature est valide, c'est un problème de satisfaction. C'est-à-dire, c'est trouver un nombre qui a certaines propriétés. Et donc ce nombre, je peux l'écrire en binaire. Et puis je peux faire mes calculs, comme on a dit tout à l'heure, on peut faire un additionneur en binaire. Bah là, on peut faire des calculs en binaire qui correspondent à vérifier une signature. Et puis à la fin, si la signature est valide, ça renvoie 1. Et puis sinon, ça renvoie 0. Donc ça peut faire par exemple on peut faire une sorte de signature. On demande aux gens une signature pour pouvoir récupérer l'argent dans une adresse. Et donc en fait, là, ce qu'on est en train de commencer à décrire, là, ce système de vérifieur, en fait, c'est la base de ce qu'on appellerait un roll-up qui est quelque part forcé on-chain. C'est-à-dire,
ça vient dans le monde d'Ethereum, on appelle ça des optimistic rollup. C'est en gros, on va faire des calculs et on veut vérifier que les calculs que l'on fait, ils sont bons. Et on va faire en sorte, ici dans le cas de BitVM, on va faire en sorte que si quelqu'un prétend avoir fait les bons calculs et qu'en fait il y a une erreur, on veut essayer de faire en sorte que cette personne soit forcée de montrer l'erreur et qu'il soit forcé d'abandonner l'argent qui est dans l'adresse. Donc c'est vraiment ça les grandes idées. Et l'élément central qui va permettre de faire ça, donc c'est l'arbre de Taproot, parce que l'arbre de Taproot, déjà l'arbre de Taproot, il va être utilisé pour plein de trucs. Il va être utilisé pour mettre en place le circuit dans des feuilles, comme l'a montré Loïc dans son dernier graphique. Il va y avoir aussi une mise en place d'une punition en cas de fraude sur le calcul. Et il va y avoir un système d'arbres qui change en fonction de si on est en train de chercher à démontrer qu'il y a fraude versus si on est en train de prouver qu'il n'y a pas fraude. En tout cas, de tenter de prouver qu'il n'y a pas fraude. Donc dans le principe, l'autre élément dont Loïc n'a pas du tout parlé parce que forcément c'est un élément compliqué, c'est dans le papier de PitVM, il passe beaucoup de temps à parler d'un truc qui s'appelle le bit commitment. Donc l'idée fondamentalement, c'est de dire bon, on veut que la personne elle révèle des bits on-chain. Et on veut que on soit capable de vérifier que les opérations sur les bits elles sont correctes et que si elles sont correctes, ils puissent récupérer l'argent on-chain. Et si elles sont pas correctes, il faut pas qu'ils puissent récupérer l'argent. Donc on veut forcer la personne à mettre des bits on-chain. Mais si on lui laisse mettre n'importe quoi, évidemment, il se contente de dire, il se contente de ne pas suivre du tout les règles de la logique de base. Il ne suit pas du tout le circuit logique. Il met les bits qu'il arrange. Et puis il récupère l'argent. Donc évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est forcer la personne à révéler des bits. Et si jamais il révèle trop d'informations, c'est-à-dire qu'il commence à essayer de frauder, et ben là, on va lui subtiliser l'argent. Donc l'élément de base, c'est le bit commitment. Et donc le bit commitment, l'idée, elle est relativement simple. Et après, faut voir que dans les détails, forcément, c'est toujours un peu compliqué. Mais au début, l'élément de base est pas très compliqué. L'idée, c'est de dire un bit, ça n'a que deux valeurs. Ça vaut soit 0, soit 1, donc soit vrai, soit faux, soit. Enfin, bon, voilà, il y a plein, il y a plein de noms qu'on peut donner à ces deux valeurs, mais globalement, disons que ça vaut 0 ou 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on va dire la valeur d'un bit, elle est cachée derrière ce qu'on appelle un hash lock. Donc un hash lock, donc c'est comme dans les HTLC, quelque part. Ça veut dire, on va dire, si tu révèles la valeur de ce bit, il faut que tu révèles la préimage d'un hash. Donc c'est-à-dire, il faut révéler un nombre dont le hash est précisément un nombre sur lequel qui a déjà été partagé. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un setup où mettons que moi je suis une personne qui veut vérifier que la solution que quelqu'un d'autre qu'on va appeler le prover a bien une solution à mon problème logique, a bien trouvé une solution valide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on va pas tout faire on-chain. Ce qu'on va dire, c'est on va d'abord créer tout ce système de circuits logiques. Et notamment, il va falloir donner des couples de hash parce qu'il y a deux valeurs pour un bit. Donc, soit on révèle une des deux préimages, enfin, on révèle qu'une des deux préimages. On révèle soit celle associée à 0, soit celle associée à 1. Et on va créer un script où, en gros, le script dit je prends le hash de la valeur qu'on a posée sur le script, donc ça va être la préimage. Et si ça match, si le hash de cette préimage vaut une certaine valeur qu'on a définie à l'avance, alors on va poser le bit 1 sur ce qu'on appelle l'alt stack. C'est-à-dire que dans Bitcoin, dans la vérification de Bitcoin, on nous a dit que Bitcoin, la vérification des scripts, elle se fait sur une pile. Donc une pile, c'est une sorte de système de mémoire court terme sur lequel on va poser les éléments les uns sur les autres. Et donc ça veut dire qu'on suit une règle où le dernier élément arrivé sur la pile sera le premier traité. Et en fait, dans Bitcoin, il s'avère qu'il y a deux piles. Et c'est un petit peu ça la nouveauté, c'est qu'on va utiliser un opcode qui va dire op to alt stack pour dire on va poser sur une autre stack une valeur.
Et du coup, la valeur qu'on va choisir, ça va être 0 si on est en train de révéler la préimage associée au hash qu'on a associé à 0. Et puis si ça marche pas, si la valeur elle correspond pas, eh bien on va à la place poser un 1 et on va aussi demander de révéler une préimage pour poser le 1 sur la stack. Et sinon, le script est tout simplement invalide. On ne peut pas dépenser avec cette partie, avec ce script-là, on ne peut pas dépenser les fonds. Donc cette chose-là va dire, si tu veux les fonds, il faut révéler un nombre dont le hash vaut ça ou ça en fonction de si tu veux que le bit sur la stack alternative soit 0 ou 1. Et alors, ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va poser du coup ces bits sur les stacks. Et puis on va en poser 3, en l'occurrence. On va en poser deux premiers et le troisième. Et en fait, le troisième, on va faire une vérification sur la stack alternative. Et là, on va faire notre NAND sur les 3 bits de la stack alternative. Et on va dire, OK, il faut que le A NAND B soit égal à C. Et si c'est le cas, c'est bon, on peut bien dépenser l'argent avec ce script. Sinon, encore une fois, le script n'est pas valide. Ça veut dire qu'on n'a pas révélé les bonnes préimages pour pouvoir dépenser l'argent. Donc là, on se dit, OK, c'est super. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, on va faire un genre d'HTLC un peu plus évolué avec 2 préimages. Et ce HTLC, on va même mettre plus que 2 préimages parce qu'on va potentiellement faire interagir 3 bits ensemble. Donc ça veut dire qu'on va en mettre 6. Et on va dire, voilà, si tu révèles les préimages de ces bits-là, associés à ces bits-là, et que le calcul du NAND des 2 premiers bits donne bien le troisième, alors tu peux dépenser les fonds. C'est ça qu'on va créer. Et du coup, on se dit, OK, donc juste ça, comme ça, c'est pas très compliqué de trouver 3 bits. Enfin, je veux dire, voilà, je prends 0, 0, 1, et voilà, hop, j'ai 3 bits dont le NAND est valide. Donc, où est-ce que ça force quelque chose? En fait, le truc, c'est que on va faire plein de portes logiques comme ça, les unes avec les autres. Et quand on veut que les valeurs qui sont utilisées dans une porte logique matchent avec les valeurs qui sont les résultats d'une autre porte logique, eh ben, on se contente de mettre les mêmes hash dans le script. Et donc, ça fait un lien entre les calculs intermédiaires et les calculs suivants. En fait, un premier calcul et le calcul suivant. Et du coup, en fonction de comment on agence les hash les uns avec les autres dans toutes ces feuilles, qui sont des chemins qu'on peut utiliser pour récupérer l'argent, quand on est la personne qui doit prouver qu'on a la solution, et ben du coup, ça force à donner les bonnes valeurs, des valeurs qui correspondent à un vrai calcul. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir s'échanger ces valeurs off-chain, c'est-à-dire on va pouvoir commencer, c'est-à-dire une fois qu'on aura mis l'argent dans cette adresse spéciale qu'on aura calculée ensemble, euh, là, je vais demander à la personne qui connaît la solution de commencer à me révéler les préimages. Et elle n'est pas obligée pour l'instant de le faire on-chain. Elle peut juste me révéler les préimages off-chain pour dire, bah voilà, le premier bit, il vaut ça. Et le deuxième, il vaut ça. Et il me donne à chaque fois la préimage associée pour que je m'assure qu'il a vraiment commit, qu'il s'est vraiment engagé sur ce bit-là. Et puis à un moment, si la personne, elle cherche en fait à m'avoir, quoi, à pas à me donner une solution, mais juste à récupérer l'argent, il y a un moment, il va se tromper. Et il va dire, ce bit-là, c'est cette valeur-là. Et là, je vais lui dire, attends. Euh, Là, si je fais NAND des 2 bits que tu m'as donnés qui sont censés être en entrée pour le résultat, ça marche pas. C'est pas le bon bit. Et donc, si le gars a donné la mauvaise valeur, je vais dire, OK, je vais on-chain. C'est-à-dire que du coup, je vais publier on-chain. Je vais dire, je veux que tu me révèles que tu pourras dépenser l'argent que si tu révèles les bits de cette valeur-là. En gros, je vais dépenser l'argent et ça va lui ouvrir la possibilité de prouver que non, il a bien les bonnes valeurs. Et là, on pourrait me dire, mais encore une fois, rien ne l'empêche de mettre des valeurs complètement aléatoires qui se font la porte Nande. Mais en fait, le truc, c'est que là, dans les étapes intermédiaires, il m'a donné des préimages de hash. Il m'a révélé des préimages de hash. Et si
il m'a révélé une première préimage et que ça correspondait pas et que je lui dis non, ça va pas, on va on-chain pour vérifier, pour qu'on fasse, que je récupère mon argent. Eh bien, le problème, c'est que du coup, s'il veut satisfaire le script, bah, il faut qu'il ait les bonnes relations entre les bits. Et s'il ment sur les valeurs des bits et qu'il essaie d'utiliser un autre bit qui n'est pas censé être celui qu'il a utilisé à un autre endroit du calcul, bah, en fait, il se retrouve à me donner la préimage du deuxième bit, c'est-à-dire sur un même de deuxième valeur du bit, c'est-à-dire sur un même bit, il m'aura révélé les deux préimages de hash. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre chemin de dépense alternatif, qui est que si jamais je connais un certain couple de préimages, ben je peux récupérer tous les fonds. Et donc la personne, en mentant comme ça, elle m'ouvre la possibilité de prendre tout l'argent et sans aucun temps d'attente et directement récupérer l'argent. C'est une sorte de ce qu'on appelle une fraude proof, une preuve de fraude. Parce que en fait, dans le papier, c'est appelé l'équirévocation, c'est-à-dire on dit bah non, c'est pas les bonnes valeurs, c'est pas les valeurs qu'on s'est échangées au début. Donc t'as menti en plus par rapport à ce qu'on s'est échangé, donc je récupère l'argent tout de suite. Et donc évidemment, bah, on se dit ok, donc là la personne qui a essayé de mentir, qui a essayé de faire une fausse exécution, bah, elle se retrouve pénalisée. Et la personne qui fait une vraie exécution, bah, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, on aura terminé le calcul. Il n'y a plus d'autres portes logiques sur lesquelles je peux essayer de récupérer mon argent. Et même quoi que je fasse, même si j'essaie de révéler un moment où il s'est trompé, il va toujours pouvoir récupérer l'argent parce qu'il a donné les préimages, les bonnes préimages des bons bits à chaque fois. Et donc, il va pouvoir récupérer l'argent. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a un genre de système où en gros on va se faire un setup, ce qu'on appellerait un state channel, où en gros on dit voilà, une personne dit bah moi je connais la solution et je te la révèle, je te la révélerai et j'utiliserai ces valeurs-là pour révéler les différentes valeurs de bits. Moi je dis ok, mais si jamais du coup tu révèles ces couples de valeurs-là, et ben c'est moi qui récupère l'argent. Et en plus, on va mettre en place le circuit logique qui correspond avec les portes nantes dans la stack alternative, etc. J'envoie l'argent que je dois lui envoyer pour mon bounty, quelque part, pour dire bah, si tu as la solution, je t'envoie l'argent, quoi. Je le mets sur l'adresse et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il me révèle le résultat. Et si jamais le résultat qu'il me révèle est faux, eh ben, je vais on-chain, le challenger, c'est-à-dire lui dire vas-y, essaie de donner les préimages des bits qui matchent bien les valeurs que c'est censé donner maintenant. Et si il ment, eh ben, il se retrouve à te débloquer la possibilité. Il va te dire, haha, t'as menti, tu vas pouvoir donner les deux préimages qu'il fallait pour récupérer tout l'argent. Et sinon, bah, il va juste continuer à me donner les valeurs et il va pouvoir à un moment récupérer l'argent. Donc voilà, donc ça utilise à balle la puissance de Taproot parce que la puissance de Taproot, c'est que je n'ai pas à révéler tous les scripts lorsque je veux faire une dépense, je révèle qu'un chemin. Et donc là, en l'occurrence, on ne révèle qu'une porte NAND, quelque part. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un truc que j'avais dit quand on avait un peu parlé du MAST dans Taproot. J'avais dit, l'avantage du MAST, c'est que quelque part, il débloque complètement la capacité des scripts, il débloque complètement la limite de taille des scripts si bien utilisé. J'avais notamment évoqué le fait que quelque part, tout circuit logique peut s'exprimer un peu comme des ou comme ça, c'est-à-dire des ou logiques, et qu'on peut choisir. Il suffit alors d'être capable de choisir un chemin pour ce qui correspond à des parties un peu plus complexes. Et en fait, la profondeur de l'arbre de Taproot maximale, c'est 128, parce qu'après, on commence à taper dans le niveau de sécurité de la signature. Donc ça sert plus à rien. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut mettre 2 puissance 128 portes. Bon, en fait, c'est plutôt 2 puissance 127, 2 puissance 126. Mais ça veut dire qu'on peut faire 2 puissance 126 portes logiques dans un même circuit pour lequel on veut prouver qu'on a une valeur qui satisfait le circuit logique. Et donc, ce système, ça permet de mettre en place, du coup, sans soft fork, un système où ce qu'on appelle donc les optimistic roll-up, c'est-à-dire des calculs qui peuvent être faits off-chain, mais qu'on peut vérifier on-chain si jamais quelqu'un pense qu'il y a une erreur. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que comme ça, au moins, on voit un peu plus l'idée.
Tip top. J'essaie de faire monter Cryptomancien, mais j'y arrive pas. Attends, Je vois je je vois l'invite. qu'il- Moi, il est en demande, mais j'arrive pas à le faire monter depuis un moment. Non, mais je le vois pas, on demande moi. Bon, et du coup, when EVM on Bitcoin? Ouais, bah, je suis pas sûr que le VM soit approprié, mais on pourrait effectivement essayer de la coder. Non, par contre, Non, mais je dis ça parce que quand ils ont sorti le papier de BitVM, t'avais tous les shitcoiners qui commençaient à poster et tout. Ouais, contract on Bitcoin, ouais, BitVM, voilà, c'est ça. la révolution, Bitcoin c'est de nouveau sympa et tout, un peu comme avec Ordinals, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais par contre, un truc qui serait vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle les ZK verifiers. Donc, c'est des trucs qui permettent de vérifier des ZK proof. Donc, ça serait intéressant parce que ça scalerait à peu près correctement pour faire des trucs, enfin, sans que ce soit trop terrible à gérer. Parce qu'en fait, la grosse limite de BitVM, c'est que du coup, pour chaque bit, on est obligé d'avoir deux hash, un script avec ces deux valeurs de hash. Donc ça fait beaucoup d'octets, ça fait à peu près une centaine d'octets pour chaque bit. Dans un circuit logique, il y a énormément de portes, hein. Enfin, un SHA-256, ça va être de l'ordre du million de portes. Donc s'il y a un million de portes et que pour chaque porte logique, on doit mettre une centaine d'octets, ça fait 100 mégaoctets, juste pour un hash. Donc 100 mégaoctets de données off-chain à gérer, c'est 100 mégas qui ne se retrouveront pas on-chain, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, off-chain, ça fait un paquet de données à gérer, et donc ça peut être un peu compliqué. Donc en fait, en théorie, ça permet de faire un peu ce qu'on veut, mais en pratique, bah, ce sera quand même pas possible de faire des trucs vraiment fifou. Et donc, l'avantage de tout ce qu'on appelle les preuves, les arguments de preuve succincts, donc tout ce qui est snark, stark, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des preuves de connaissances succinctes. Eh bien, ce qui est pratique, c'est qu'on pourrait imaginer faire des calculs avec des preuves, où quelqu'un produit des preuves succinctes de connaissance d'une solution valide. Et puis, si jamais on conteste, on peut imaginer que on ait réussi à coder un vérifieur de preuves, et ce sera plus léger parce que, bah, enfin, plus léger. Après, ça veut pas dire que c'est léger, ça restera pas aussi léger qu'un hash, donc ça restera lourd, mais ce sera peut-être plus gérable que juste essayer de vraiment valider les logiques on-chain complètement. Parce que les tailles de preuves scalent de manière, enfin, ce qu'on peut prouver est de taille exponentielle par rapport à la taille de la preuve dans ce type de système. Donc ça peut vraiment aller, enfin, si on atteint une taille suffisante, ça peut être suffisant pour faire des choses déjà très très complexes. Donc bon, ce serait un peu le Mais deal breaker de ce système-là, mais clairement, ça reste pour l'instant très très théorique. En pratique, très dur à utiliser. parce que pour donner une idée d'horizon de temps, pour l'instant, on sait juste vérifier si une string c'est que des zéros et puis faire des mini-additions, quoi. Donc Ouais, voilà. ça va prendre très longtemps avant qu'on ait quelque chose d'utilisable, vraiment et d'utile si on arrive à en faire quelque chose, quoi. Mais ça reste un très beau papier de recherche. Ouais, Je c'est vois une que ça recherche ça très peut ouais. intéressante. Parce que faut savoir que bah on avait prévu on a prévu d'en faire un sur ça. En ce moment, on discute beaucoup pour la prochaine activation de quel type de covenant on va utiliser. Et en fait, le lien avec les covenants se fait par le fait qu'il y a une proposal de Salvatore, donc qui est le développeur de l'application Bitcoin pour Ledger, euh, qui s'appelle MAT, Merkleize All the Thing, où il y a des opcodes qui sont ajoutés qui permettent de faire ce type de challenge réponse pour faire des vérifieurs de fraud proof et de choses comme ça. Donc ça veut dire que en fait c'est intéressant pour lui et pour tous les autres parce que ça veut dire qu'on peut déjà faire des choses comme ça et donc il faut vraiment réfléchir à la plus-value que va apporter cette proposal si elle était vraiment si elle commençait à prendre de la hype. Donc voilà, ça incite à la réflexion sur qu'est-ce qui est déjà possible. Ce qui est assez marrant, c'est que la personne qui a sorti ça et qui s'y intéresse beaucoup, il y a Super Testnet.
Et Super Testnet, ce qui est marrant, c'est que c'était un Pro Drive Chain. Donc, il est toujours Pro This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Drive Chain, mais voilà, c'est marrant de voir qu'il y a quand même des gens qui se disent, bon, avant de faire des trucs comme ça, peut-être que en fait, il y a déjà des possibilités sur Bitcoin de faire des choses intéressantes. Maintenant, bon, on sait très bien que ça reste théorique et qu'en pratique, comme on l'a dit, ce sera sûrement très difficile. Mais ça, voilà, ça fait réfléchir, ça donne du grain à moudre. Parce que du coup, on peut travailler sur des systèmes de langage qui vont avec ça. Et par exemple, pour un sujet dont on parle assez peu, parce que là aussi, c'est pareil, c'est très science project, c'est très théorique, c'est Simplicity, qui est en gros une évolution proposée, enfin, c'est Blockstream principalement qui travaille sur ça, sur Simplicity, qui serait une soft fork Bitcoin où on mettrait des opcodes qui ressemblent beaucoup à de la manipulation de logique comme ça, avec des preuves de programme ou des choses de ce type-là. Donc voilà, ça, là aussi, ça donne du grain à moudre sur est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des soft forks pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de leverager ce type de système avec un opcode particulier qui sera plus léger, plus facile à supporter? Voilà, enfin, ça ouvre des débats intéressants. Et on a une question de Cryptomancien qui voudrait revenir sur le concept de N-AND et pourquoi on utilise de multiples alors qu'un seul XOR pourrait suffire? Ou alors il n'a pas tout compris. Genre, pourquoi se faire chier à utiliser plusieurs N-AND alors qu'on pourrait utiliser un XOR, il demande. Si j'ai bien compris, c'est juste qu'on ne peut pas en fait utiliser de XOR directement. Si j'ai bien compris. C'est ça, Panta? En fait, faut comprendre que l'objectif de ton exemple, c'est pas de montrer qu'on peut faire un XOR avec un AND. L'objectif, c'est d'illustrer qu'on peut faire n'importe quel circuit logique uniquement avec des portes NAND. Et on pourrait demander quelque chose de beaucoup plus compliqué, d'extrêmement compliqué, et une machine qui ne sait faire que des portes NAND et qui peut les composer ensemble, elle serait quand même capable de le faire. Il existe une manière d'agencer les portes qui permet de simuler n'importe quel circuit logique. Et en l'occurrence, c'est ce que fait un ordinateur en permanence. Enfin, les connexions dans les CPU, c'est des transistors qui se connectent, se déconnectent et qui simulent des portes NAND parce qu'on peut redécomposer comme ça. On peut prendre quand on veut simuler un circuit logique, on peut prendre sa table de vérité et en gros, il y a une manière qui consiste en gros à prendre des négations de négations et puis d'appliquer ce qu'on appelle les lois de De Morgan qui permet de calculer comment on ferait pour faire ce circuit logique uniquement en porte NAND. Donc on a même une méthode algorithmique qui permet de partir du comportement du circuit pour arriver au circuit uniquement avec des portes NAND. Et donc, en gros, si on sait faire ce qu'on veut montrer avec ces portes, c'est qu'il nous suffit de savoir faire un circuit qui émule une porte NAND. Il suffit de savoir faire ça pour pouvoir faire n'importe quel circuit logique. Donc, par exemple, le XOR. Et donc, ton illustration, c'est juste montrer comment on ferait un XOR un peu efficacement avec uniquement des transistors qui font du NAND. Voilà. Ouais, juste avec les scripts Bitcoin, on peut pas faire de XOR. Enfin, il n'y a pas d'opcode pour faire un XOR, ni pour faire un OR, ni pour faire ni pour. Voilà, en fait, c'est tout. Parce qu'après, du coup, il y a booleand, c'est l'équivalent d'un end, finalement. Hop, booleand. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Et, Alors là, je vois qu'il y a bien un hop XOR, mais qu'il a été désactivé. ouais, non. En fait, en général, quand on a là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle des portes NAND, Hmm. il y a l'aspect machine et l'aspect machine virtuelle. Euh, dans une machine, c'est beaucoup plus simple de faire toujours le même transistor partout.
Donc, c'est beaucoup plus simple de dire on va utiliser une porte, c'est une porte universelle, c'est la porte NAND, et on va arranger les trucs avec des portes NAND. Et on va se débrouiller avec ça. Parce que c'est plus simple d'un point de vue physique, quoi, vraiment conception du bordel. Dans le cas de BitVM, BitVM, c'est une machine virtuelle, virtual machine pour VM. Et donc, on a une machine qui est déjà capable de faire toute la logique de base, et on veut juste émuler le comportement d'une machine dans cette machine. Donc, pour donner un exemple, sur vos pages web, des fois, vous avez un truc qui s'appelle le WASM, le WebAssembly. Et ben, le WebAssembly, c'est juste un programme écrit, compilé dans un format d'assembleur, en l'occurrence, qui correspond à faire des étapes sur une machine dans votre navigateur. Sauf que votre navigateur, il tourne déjà sur une machine, ok? Il tourne déjà sur un énorme truc et il est déjà capable de faire à peu près toutes les opérations logiques que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que on veut qu'il reproduise exactement le comportement de une certaine machine. Et là, en l'occurrence, dans BitVM, on veut juste montrer que ce comportement qu'on est capable d'émuler, il est en fait capable d'émuler n'importe quel circuit logique. C'est-à-dire, ils auraient pu, dans le papier, dire comment on fait une porte AND. Ils auraient pu dire comment on fait une porte OR ou comment on fait une porte XOR ou quoi que ce soit. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire, OK, on sait que si on est capable de faire NAND, on est capable de faire tous les circuits logiques. Donc, montrons comment on sait faire NAND pour démontrer qu'on sait faire n'importe quel circuit logique, en fait. Après, il y aura des optimisations, mais spécifiques au script Bitcoin, par exemple. Effectivement, si on doit faire un AND, on va pas s'amuser à faire un AND, puis un NAND sur la valeur de sortie deux fois en entrée. Non, ce qu'on va faire, c'est on va faire un OR, un boolean AND, tout simplement, et puis c'est terminé. Mais ça, c'est spécifique à la machine. Là, ce qu'on veut montrer, c'est les capacités logiques de la machine. Et on veut montrer qu'elle est capable de faire n'importe quel circuit logique. On n'a pas de limite, quoi. Et si on voulait juste faire ça, alors pourquoi ne pas utiliser un not or? Ça marche Et aussi. aussi- Ils Ah, auraient pu faire la même chose avec Note OR, parce que Note OR est aussi une porte universelle. mais on peut pas dans script. Oui, mais Enfin, sauf c'est avec pas, des not and du coup. c'est pas le problème, c'est pas de savoir si tu peux. En fait, tu pourrais presque l'émuler avec des trucs comme add ou des choses comme ça. Mais le point, c'est de montrer que on sait faire une porte universelle. Ça aurait pu, tu vois, ça aurait pu être Boolean OR à la place de Boolean AND. Bah, on aurait fait avec la porte not OR et puis on aurait fini. Et là, c'est juste que dans le papier, il parle de not AND parce que, effectivement, il y a les opcodes AND et les opcodes not, donc on peut faire NAND. Deux, cette porte, elle est universelle. Donc on sait qu'on peut émuler n'importe quel circuit à partir de là. Mais en gros, globalement, dès lors qu'on a soit AND, soit OR et la porte NOT, on peut faire n'importe quelle porte. Puisque, en l'occurrence, on peut faire NAND et on peut faire NOR. Donc, Effectivement, j'ai compris. Merci. Bah top, hein. Quelqu'un a des questions en plus? Vous pouvez les poser par message ou à l'oral, hein, n'hésitez pas. faudrait peut-être mettre, je sais pas, après ça intéresse les gens, mais enfin, vous pourrez regarder dans le papier BitVM sur bitvm.org/bitvm.pdf. Ouais, Il y a, c'est sur. Enfin, les liens sont mis dans le mon tweet d'annonce normalement. Attends, je vais remettre. parce qu'il y a, en gros, il y a le script qui est montré, qui est utilisé, où ils utilisent OP NAND qui n'existe pas, mais qu'ils émulent avec OP Boolean OR et OP NOT. Mais il y a le script où on voit les deux préimages et le fait qu'on pose un bit sur la stack, la alt stack. Donc on voit un OP to alt stack. Puis après, on voit un OP from alt stack quand on veut faire les calculs depuis ce qui a été posé sur la stack. Donc ça permet de voir un peu comment on dit pour faire un calcul avec cette valeur pour le bit, il faut révéler une certaine préimage. Donc
C'est ce qu'on appelle vraiment le bit commitment, l'engagement sur la valeur du bit, où on révèle une information en fonction de quelle valeur on veut utiliser, quoi. Bon, on va passer au deuxième sujet, hein. Yes, je pense que déjà 1 heure là, c'est pas mal, quasiment 1 heure. Donc, Deuxième sujet qui est une nouvelle attaque qui a été découverte par Antoine Riard. Il a envoyé un mail sur la mailing list il y a la semaine dernière, il me semble, pour décrire un peu tout ça. Et puis aussi pour dire qu'il arrêtait de bosser sur Lightning par la même occasion, ce qui était un ouais, peu, c'est un peu bizarre, hein, des fois. ce qui était un peu bizarre et pas grandement apprécié par tout le monde. Notamment Nifty qui a dit que tu ne barres pas d'un projet au moment où tu dévoiles une grosse vulnérabilité. Mais bon. Et je vais vous partager le thread de Mononote qui est pas mal, avec des petits schémas et tout, déjà tout fait, donc il nous a mâché le travail. Et puis on va pouvoir se baser là-dessus pour l'expliquer, quoi. Hop, je vous l'ai mis. Tu t'es lancé, Sponta? Alors attends, je regarde si je l'ai. Ah oui. Je l'ai épinglé le thread. Yeah. Donc tu veux que j'explique ou tu te sens ou pas de le faire? Peut-être d'abord faire un petit résumé de qu'est-ce que ça permet, et puis après on peut voir comment ça fonctionne, quoi. Ok. Donc faut rappeler comment Lightning fonctionne. Donc là, on va parler d'une attaque qui ne marche que sur les nœuds de routage. Donc il faut regarder ce qui se passe quand on est un nœud de routage sur Lightning. Donc quand vous envoyez un paiement sur Lightning, donc quand vous devez le receveur vous a donné un invoice, et dans cet invoice, il y a une valeur qui est le hash, et c'est le hash d'une certaine préimage qui vous sera révélée lorsque votre argent sera définitivement parti chez le receveur. Ça servira de preuve de paiement. Et donc, quand vous voulez payer cette personne, cette personne elle vous aura dit quel nœud il faut payer. Vous allez faire une route, et cette route, elle va passer par des intermédiaires qui sont les nœuds de routage. Donc pour ces intermédiaires, la vision du paiement est légèrement différente parce que les intermédiaires, eux, ils connaissent pas la route, ils connaissent pas tout le chemin. Et ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui leur propose de gagner de l'argent si ils sont capables de trouver une préimage dont le hash vaut une certaine valeur. Et après un certain temps, ils pourront plus claim l'argent. Et on leur dit aussi que s'ils veulent pouvoir récupérer cette préimage, il ferait bien de faire un paiement du même genre à une autre personne euh, auquel ils sont connectés et en conditionnant la réalisation de cette préimage avec un certain nombre de frais, un certain montant qui est souvent un petit peu inférieur pour que la différence revienne au nœud de routage comme des frais de routage. Donc il va faire ce paiement à une nouvelle personne qui est souvent, elle aussi, un nœud de routage. Enfin, souvent, ça dépend comment on dit souvent, parce que si vous êtes tous sur Phoenix, c'est pas forcément le cas, mais bon. Et au bout d'un moment, cette chaîne d'intermédiaires arrive à la personne qui est censée être payée, et la personne qui est censée être payée, elle est censée dire, ah bah oui, moi la préimage, je l'ai, donc je la révèle, et en général, on va la partager directement à la personne qui nous paye, sans passer par la blockchain. On va dire, bah oui, moi je la connais, c'est ça, donc allons-y, transférons l'argent de mon côté, annulons ce paiement conditionnel, puisque de toute façon, l'argent est de mon côté maintenant. Et la personne intermédiaire va dire oui, oui, très bien, ok, bon, bah, j'annule, voilà, on a annulé, on a révoqué cette transaction, et maintenant l'argent est du côté de la personne qui est censée être payée. Et cet intermédiaire va maintenant se retourner vers la personne qui lui avait promis de l'argent au départ.
donc cet intermédiaire qui est le nœud de routage. Et il se retourne vers la personne qui lui avait promis de l'argent au départ et dit bah moi j'ai la préimage maintenant, la voici, et on peut faire la même chose. On peut dire maintenant l'argent il est de mon côté, donc on va révoquer cette transaction, je récupère l'argent, c'est de mon côté, et puis on continue comme si de rien n'était. Et tout le monde est content. Pour que ça fonctionne, il faut que les intermédiaires soient incités à faire du routage, donc ils gagnent plus d'argent, ils en récupèrent un peu plus que ce qu'ils ont envoyé. Et donc tout cet argent qu'ils ont récupéré en plus, il est payé in fine par la personne qui envoie l'argent, qui va du coup à chaque fois devoir ajouter, surpayer un petit peu les intermédiaires qui vont récupérer la différence. Et l'autre condition qui est très importante, c'est que au bout d'un certain temps, j'ai dit, il ne faut plus qu'on soit en capacité de récupérer l'argent avec la préimage, au bout d'un certain temps. Et en fait, c'est même au bout d'un certain moment. Et donc notamment, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, OK, mais en fait, il faut que moi, en tant qu'intermédiaire, si jamais il y a un problème, il faut que j'ai le temps de pouvoir récupérer la préimage on-chain et me retourner vers l'autre, vers la personne qui m'a proposé l'argent au départ, et récupérer l'argent. Donc il faut que le timing jusqu'à que l'expiration de ce paiement conditionné à la révélation d'une préimage, il faut que celui qui arrive expire plus tard que celui qui s'en va. Et il faut que la différence entre les deux, elle soit suffisamment importante. C'est ce qu'on appelle le CLTV delta, donc Check Lock Time Verify delta, c'est-à-dire la différence entre les deux Check Lock Time Verify associés aux HTLC, donc aux paiements qu'on fait sur le Lightning Network en tant que nœud de routage, enfin qu'on fait sur le Lightning Network. Et donc voilà, ça c'est la situation quand ça se passe bien. Et là, l'attaque qui s'appelle donc Recycling Mempool, Replacement Recycling Mempool. L'idée de l'attaque, ça va être de dire, quand on va faire un paiement, on va proposer d'initier un paiement, sauf que la personne qui est censée recevoir l'argent ne va pas révéler la préimage. En tout cas, elle va la révéler de manière très sélective. Elle ne va pas la révéler à la personne qui est attaquée, qui est en fait le dernier nœud de routage sur la route. Elle ne va pas du tout lui révéler. Et ce qu'elle va faire à la place, c'est qu'elle va attendre. Et à un moment, on va approcher de l'expiration. Et à ce moment-là, bah, le nœud de routage, il voit qu'il a de l'argent qu'il peut récupérer on-chain que s'il ferme, comme il n'a plus de réponse de la personne en face, il n'a pas le choix que de fermer le canal de manière forcée. Donc il va forcer la fermeture du canal. Et là, il n'y a rien de particulier encore. Il n'y a pas de problème, la transaction va se confirmer, il n'y a pas de souci. Et puis, il va faire une transaction pour récupérer l'argent dans le HTLC. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. En fait, l'attaquant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire en sorte que cette transaction qui récupère l'argent après un certain temps n'arrive pas au mineur, qu'elle ne puisse pas arriver au mineur. Et en retardant suffisamment cette transaction, au bout d'un certain temps, le gars n'arrive toujours pas à récupérer l'argent qu'il est censé récupérer parce que le temps expire. Et cette fois-ci, c'est l'argent qui lui a été, enfin le paiement, le premier paiement qu'il avait reçu d'abord pour ce routage, qui lui va se mettre à expirer au bout d'un certain temps. Et quand lui expire, et bien du coup, il peut pas. Là, la personne qui attaque ce nœud va révéler la préimage, récupérer l'argent, et du coup, il se retrouve à avoir transféré de l'argent, mais ne pas avoir récupéré de l'argent en échange par la personne qui lui avait envoyé de l'argent, qui lui avait dit je peux t'envoyer de l'argent si tu me révèles une certaine valeur. Et donc du coup, bah, c'est une sorte de double dépense, mais sur l'intermédiaire de routage. Donc voilà, c'est en ça que l'attaque c'est ça que l'attaque va faire. Ça va être la capacité de double dépenser un nœud de routage sur Lightning. Donc si déjà il y a des questions là-dessus, parce que c'est un rappel, normalement, c'est censé être un rappel, mais c'est déjà assez compliqué, on va dire. Voilà. C'est pas toujours facile à comprendre parce que
il y a ce qu'on voit quand on est celui qui paye, il y a ce qu'on voit quand on est celui qui reçoit, et puis il y a ce qu'on voit moins quand on est un nœud de routage. Et c'est toujours un peu bizarre. Bon, il n'y a pas de questions. On continue. Moi, jusque-là, j'ai compris. Ok. Euh, voilà, moi j'avais juste envie de demander, mais comme tu me dis que tu vas continuer, je pense que tu vas y répondre après. Je voulais demander, est-ce que j'ai un nœud de routage? C'est grave? C'est grave. Non. C'est juste. C'est pas forcément grave parce que ça va pas être une attaque facile à faire parce qu'il va falloir jouer de cette révélation de la préimage de manière assez subtile, assez fine. Donc en fait, ça dépend déjà aussi de si ton nœud de routage il est très facile à identifier dans l'internet public ou pas. Et ça dépend aussi de si tu as beaucoup de valeur, si tu mets des CLTV delta sur tes nœuds qui sont assez importants ou pas. Voilà, c'est de si tu acceptes des canaux avec tout le monde ou pas. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et là, c'est juste ce qu'a révélé Antoine Riard, c'est juste une attaque théorique. Il n'y a personne qui a révélé avoir été victime de ça ou ça n'a jamais été observé, non? Non, ça n'a pas été, enfin, on n'a pas de retour sur ça, effectivement. On n'a jamais vu ça. La raison aussi est qu'on a besoin d'un environnement où les frais sont relativement élevés. Et en l'occurrence supérieurs au minimum de relais phi. Or, actuellement, enfin, tu vois que ça a jamais été très long. Enfin, ça existait, mais ça a jamais été très long. C'est-à-dire que même aujourd'hui, même si la même pool, elle est très chargée, aujourd'hui, les gens payent des frais qui sont très proches du minimum quand on n'est pas très pressé. Or, tu as quand même un peu de temps, même si t'es pressé pour réagir à l'attaque, tu as quand même un peu de temps. Tu as de l'ordre d'une demi-journée en général. Bref, bon, on va peut-être commencer à expliquer un peu comment on va attaquer de cette chose-là. Donc, l'idée, c'est, comme j'ai dit, de faire en sorte que la transaction de récupération de l'argent par le nœud de routage lorsque le paiement expire, on va essayer de faire en sorte qu'elle n'arrive pas au mineur, qu'elle ne soit pas confirmée. Mais, on se rappelle que l'intermédiaire de routage, il faut aussi qu'il ne sache pas, qu'il n'ait pas connaissance de la préimage de paiement. Parce que s'il apprend la préimage, eh bien du coup, il peut se retourner vers la personne qui lui avait envoyé l'argent de base et lui dire: je connais la préimage, c'est ça. Et du coup, il récupère l'argent et donc on ne peut plus lui voler d'argent. Donc, il faut faire en sorte que cette transaction d'expiration n'arrive pas au mineur. Et le seul moyen pour l'attaquant de challenger cette transaction, c'est de révéler la préimage. Mais il ne faut pas la révéler à l'intermédiaire de routage. Donc déjà, si on est un nœud, si l'intermédiaire de routage il est dans le réseau Bitcoin, qu'il a plusieurs nœuds, et qu'on n'a pas identifié tous les nœuds Bitcoin de l'intermédiaire de routage, bah c'est pas garanti que ça va fonctionner l'attaque, parce qu'on va essayer, et puis il va prendre la préimage, parce qu'à un moment, il va la voir passer, parce qu'il faut quand même bloquer les mineurs là-dessus, et du coup, il va récupérer son argent. Donc l'idée, c'est qu'on va remplacer la transaction que la personne essaie de faire pour récupérer son argent du fait de l'expiration, on va essayer de la remplacer par une transaction qui dépense la sortie de transaction avec la préimage. Mais il faut immédiatement après avoir fait ça, immédiatement après que cette transaction soit propagée jusqu'au mineur, il faut immédiatement l'annuler
Et en fait, ce replacement cycle, c'est ça. On va en permanence, à chaque fois que l'intermédiaire de routage, il broadcast, il diffuse sa transaction d'expiration, à chaque fois qu'il fait ça, on va en réponse broadcaster une transaction qui utilise la préimage, et on va ensuite retirer cette transaction qui dépense la préimage en la remplaçant par une autre. Ce qui fait qu'à la fin, si on prend la même pool d'un nœud de mineur, ce qu'il va voir, c'est arriver cette transaction d'expiration du HTLC suite à la fermeture forcée du canal, et il va dire OK, très bien, c'est dans ma même pool. Et puis après, il va voir arriver cette transaction qui dépense la même sortie mais avec la préimage, et qui va payer plus de frais en l'occurrence, parce qu'on peut ajuster un peu les frais qu'on est prêt à payer sur ce genre de choses. Mais en fait, il va profiter des règles, la manière qu'on a de remplacer les transactions. Ça va payer plus de frais, donc ça va remplacer, mais il n'y a quand même pas assez de frais pour qu'elle soit minée. Et donc, du coup, il va dire OK, je remplace la transaction qui dépense le HTLC par cette transaction, avec l'expiration, par cette transaction qu'il dépense, mais avec la preuve de paiement. Et après, il voit encore une autre transaction arriver qui prend une entrée qui a été ajoutée à cette transaction qui dépense avec la préimage, et qui la redépense ailleurs, qui la double dépense ailleurs avec une transaction avec des frais encore plus élevés. Et donc, du coup, il va remplacer cette transaction encore une fois. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve qu'il a remplacé la transaction qui utilise l'expiration par la transaction qui utilise la préimage. Et cette transaction, elle a aussi été remplacée par encore une autre transaction un peu quelconque qui paye encore plus de frais. Et donc, il a juste plus de transactions qui dépensent le HTLC dans sa même pool. Et donc, il ne va pas miner la transaction de dépense du HTLC via l'expiration. Donc, du coup, on se dit, OK, c'est pas cool, mais du coup, la personne qui veut absolument que sa transaction passe, maintenant, elle peut rediffuser sa transaction, elle peut rebroadcaster sa transaction. Et si elle le fait, ça va re-arriver au mineur, mais du coup, l'attaquant, il le voit arriver aussi, et en réponse, il refait la même chose. Et à chaque fois, il faut qu'il mette un peu plus de frais, par contre. À chaque fois qu'il y a un remplacement, il met un peu plus de frais pour remplacer la transaction en permanence, de manière cyclique, à chaque fois qu'il revoit se diffuser une transaction qui dépense le HTLC, avec l'expiration. Et s'il arrive à maintenir l'attaque suffisamment longtemps, eh bien, du coup, il y a un moment, le HTLC par lequel l'intermédiaire de routage était censé être payé, il va expirer lui aussi. Et du coup, la personne va récupérer son argent de son côté, et lui va pas pouvoir le récupérer. Et là, à ce moment-là, on va plus remplacer la transaction avec la préimage, et on va la faire miner par les mineurs. Et à ce moment-là, on se retrouve à avoir, l'intermédiaire de paiement se retrouve à avoir envoyé de l'argent des deux côtés, alors qu'il était censé en récupérer au moins d'un côté, quoi. Et c'est comme ça qu'il se fait avoir. Et donc forcément, il y a plein de stratégies qui permettent de faire en sorte. Ouais. Du coup, par rapport à ça, moi j'ai une question. Est-ce qu'une watchtower, par exemple, ça s'occupe aussi de checker les HTLC, les préimages, ou c'est vraiment juste les anciens commitments? Alors ça fait partie un peu des trucs, mais non, une watchtower, elle fait pas ça normalement, parce que là, il n'y a pas de secret de révocation qui a été révélé. Non, ça respecte les règles à ce niveau-là, donc la watchtower, elle va pas faire grand-chose. Et on pourrait étendre les watchtowers pour gérer ça aussi, du coup. Ça peut être quelque chose de peut-être de faisable. Maintenant, je sais pas si c'est facile à gérer parce que, en fait, le problème, c'est que la watchtower, ok, elle détecte le truc, mais en fait, elle peut pas faire la transaction de réponse. Elle peut pas contacter le mec qui tient le nœud de routage. Or, ce qu'il faut, c'est pouvoir le contacter justement, lui envoyer pour que lui puisse après faire son truc, quoi. En général, c'est plutôt des communications où le nœud de routage envoie ses trucs à la watchtower, mais en général, ça va pas dans l'autre sens, quoi. Enfin, donc je sais pas Ok, si c'est c'est si simple. pas bilatéral. Ouais, j'imagine que c'est pas si simple. On pourrait imaginer une extension du truc, mais je sais pas si c'est vraiment faisable. Et puis c'est très, ça commence niveau ressources, c'est sûrement un peu plus gros à traiter du coup. Et je sais pas si on pourrait trouver des gens altruistes pour le faire comme ça, quoi.
quitte à ce que les gens altruistes en question, ce soit la CIA et que ce soit eux qui mènent l'attaque, quoi, tu vois. Bref, donc c'est compliqué. Mais bon, déjà, faut se dire que un premier problème, c'est qu'on pourrait se dire, mais en fait, il suffit que cette transaction, elle arrive dans la même pool de nœuds qui... Cette transaction, elle est censée arriver au mineur. La transaction de remplacement, elle arrive au mineur. Donc, elle peut bien arriver à l'intermédiaire de routage aussi via son nœud Bitcoin. C'est possible. Mais pour ça, il faut qu'il surveille la même pool. Et en fait, au premier problème au départ, c'était qu'en fait, les nœuds Lightning ne surveillaient pas la même pool. Ils surveillaient la blockchain. Le bloc, il fallait attendre qu'elle soit binée pour qu'il puisse commencer à traiter le truc et à récupérer les informations dans la transaction. Donc un premier truc déjà, c'était de dire bon bah maintenant je fais du scanning de mempool et quand je vois arriver une transaction dans la mempool qui a la préimage, je la chope tout de suite et hop, je fais la transaction qui va bien. Donc ça déjà ça rend les choses très compliquées. Ensuite, il peut aussi broadcaster plus souvent la transaction parce qu'à chaque fois qu'il broadcast, eh ben faut que l'autre y refasse une transaction de remplacement, qu'il l'ajoute à sa chaîne de remplacement et qu'il paye un peu plus de frais. Donc pareil, compliqué. Donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est comme on doit révéler de l'information de manière très sélective et que l'information, ça se propage extrêmement vite, surtout dans le réseau Bitcoin, eh ben, c'est vraiment pas facile à mener comme attaque. Ce qu'il faut faire, en fait, ce serait éclipser les mineurs, ça ce serait optimal, c'est-à-dire filtrer les transactions qui arrivent aux mineurs. Donc il faudrait être capable de trouver les nœuds des mineurs et les isoler, pour ensuite pouvoir leur servir les transactions comme il faut, entre guillemets, censurer les transactions comme on veut, pour que ça se passe à peu près bien. Sinon, bah, faut être capable d'isoler aussi le nœud de routage. Donc, par exemple, si vous utilisez le ClearNet pour votre nœud de routage et que vous avez un nœud Bitcoin qui a la même adresse IP, bah, du coup, on peut saturer les connexions du nœud Bitcoin parce qu'on sait quelle adresse IP est là, donc on force des connexions dessus, puis on sature toutes ces connexions et on bloque la propagation d'informations. Et donc, du coup, ça facilite encore un peu le système. Donc voilà, ça dépend. En fait, il faut vraiment vivre caché, quoi. Donc c'est pas mal d'avoir un truc où les deux nœuds sont sur Tor, de diversifier les réseaux sur lesquels on se connecte avec son nœud Bitcoin, donc du ClearNet, du Tor et tout ça. Mais fondamentalement, ça reste une attaque qui est très difficile à. Enfin, on peut pas 100% garantir 100% garantir que l'attaque peut pas se produire, quoi. C'est un peu probabiliste comme Ouais. attaque. Et il y a A5 qui a voulu réagir en tant que gros nœud de routage et ils ont dit que, la vulnérabilité était réelle, mais par contre que c'était vraiment surévalué, la sévérité, quoi. Enfin c'est pas Ouais, ils faux vont ça. pas te dire le contraire, hein. Donc pour eux, ça existe, mais il y a pas de quoi, s'affoler autant. Et du coup, moi, je me demande pourquoi Antoine, il s'est barré sur ses gros chevaux en disant qu'il arrêtait de bosser sur Lightning. Je me demande si c'est à cause de ça ou si juste, il en avait marre, il en a profité pour arrêter, quoi. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux parce que je sais qu'il y avait eu des histoires, il y avait eu des histoires un peu bizarres avec des personnes qui travaillent sur le protocole Lightning aussi et lui, des choses qui avaient quand même fini avec des lettres d'avocat et tout, donc je pense que c'était pas très drôle pour lui aussi. Mais après Antoine, c'est aussi que lui, Antoine, bah, pour avoir un peu discuté avec lui à différents événements et tout ça. Il veut vraiment quelque chose qui soit très très safe, qui soit très très propre, qui soit bien sûr d'utilisation. Donc voilà, il essaie il a ce côté un peu parano, mais c'est tout à son honneur aussi. Et voilà, je pense que c'est aussi son côté très faut pas se presser, faut pas commencer à casser, à ajouter des nouvelles features alors que le système il n'est pas complètement sûr. Voilà, donc c'est après lui, il estime que la vulnérabilité, en fait, quelque part, il n'y a pas forcément besoin de gros moyens. Par contre, faut être capable d'avoir de grosses connaissances. Et bon, si on sait des choses, bah, on peut mener cette attaque sans forcément dépenser beaucoup de fric. Et c'est bon. Et puis c'est une attaque qui concerne que les nœuds de routage, donc c'est pas non plus la fin de Lightning, mais voilà, c'est quand même une attaque qui peut être assez sérieuse. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait un certain temps qu'il y a des recherches qui se font sur la gestion des mempools et la gestion des transactions de remplacement dans les mempools, que ça a été
la foire, hein, concrètement, la foire au drama, aux différents trucs sur comment on doit remplacer les transactions dans la même pool. Parce que, par exemple, Antoine Riard, c'est lui qui avait fait une PR pour ajouter une option sur Bitcoin Core pour le passer en full RBF, c'est-à-dire en remplacement par les frais, quel que soit le flag, quels que soient les bits de remplacement de la transaction, c'est-à-dire quel que soit si la transaction elle est considérée comme remplaçable ou pas d'après BIP 125. Et bon, bah, malgré toutes ces recherches-là, tu vois, il trouve, en cherchant sur L2, en faisant de la recherche sur L2, il trouve cette vulnérabilité-là. Et bon, et elle n'est pas complètement corrigée, quoi. Elle est là depuis décembre 2022 et on n'a pas encore de solution pérenne pour la corriger. Donc peut-être qu'après, bah, c'est aussi qu'il y a des gens qui s'y sont désintéressés et que peut-être il a voulu faire réagir là-dessus. Après, je pense aussi que ça vient bah, de son envie d'arrêter de moins traîner avec les gens sur Lightning et de plus rester sur Bitcoin. Donc du coup, il est revenu sur Bitcoin, il travaille sur. Enfin, voilà, je le vois reviewer Erlay par exemple. Donc ça, c'est le genre de choses, je pense, qui intéresse beaucoup, quoi. La propagation, les problématiques de propagation sur le réseau, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose sur lequel il se concentre pas mal. Donc il voit ça comme un gros truc parce que bah, c'est un gros sujet pour lui et il voit pas de solution évidente. Donc il considère que ça c'est quand même très impactant. Je pense aussi qu'il y a ça. Et bon, bah, du coup, il préfère se concentrer là-dessus, je pense. Mais oui, effectivement, c'était pas très. On va dire, je pense que le mail était un peu bizarre dans la manière avec laquelle il était écrite, parce qu'on avait l'impression qu'effectivement, il disait, oh là là, c'est trop grave, fini Lightning, je m'en vais. Alors que bon, je pense que c'était un peu plus subtil que ça, le message, quand même. C'est lui aussi qui avait fait un commentaire sur la proposition de James O'Byrne avec 118, 119 et upvolt, il me semble, hein. Et il avait dit justement de mémoire que c'était qu'il n'y avait pas assez de propositions, qu'il n'y avait pas assez de travail, que c'était pas encore prouvé, que c'était trop rapide. C'est surtout un manque d'application. C'est-à-dire, enfin, lui, le reproche qu'il fait, c'est de dire, vous venez avec vos idées, vous dites on peut faire des choses en théorie, mais en pratique, vous montrez pas du code. Et du coup, bah, on ne sait pas si en fait ça va suffire. Tu vois, typiquement, le genre de truc qui est dans le genre, le genre de truc qui est bien agaçant quand même. Tu prends par exemple le bit de parité dans Taproot. Donc c'est dans Taproot, les clés publiques, on ne donne que la coordonnée X de la clé. Et normalement, il y a deux coordonnées Y qui correspondent. Et il y en a une qui est dite paire et l'autre qui est dite impaire. Et dans Taproot, on va dire, on choisit à chaque fois celle qui est paire. Comme ça enlève le bit de parité. Bah, tu vois, Taproot, on nous l'a vendu en disant, ouais, ça permet de faire musig, c'est vachement bien, etc. Bah, les mecs font musig, commencent à le coder, et là, ils commencent à dire, ah ouais, mais le bit de parité. Parce qu'en fait, quand tu dérives la clé publique agrégée, bah, faut qu'elle ait le bon bit de parité, parce que sinon, elle est pas considérée comme, enfin, elle sera pas considérée par le protocole, en fait. Donc, du coup, en fait, ça rajoute plein de difficultés dans le code. Et donc, en fait, au début, on se dit, ouais, c'est une bonne idée et tout. Et puis, en fait, après, on commence à coder les trucs. Puis là, on voit que, ah bah, en fait, peut-être pas, tu vois. Peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire comme ça. C'était quoi Et qui donc, justifiait? C'était quoi qui justifiait ça, justement, d'enlever le bit de parité sur les clés Schnorr? ça permet d'économiser un octet par Ouais, sortie. non, même pas. Si, un octet. Si Un pour le octet, coup, c'est ouais, un ouais, t'as octet. raison. Parce que D'accord. justement, on est obligé d'utiliser un octet en plus pour juste un bit. Donc, bon, oui, ok, ça fait une petite économie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais du coup, ça fait énormément de difficultés dans les protocoles. Ça veut dire que maintenant, si tu veux implémenter correctement Music, bah vraiment, touche pas autre chose qu'une implémentation de référence parce que le bit de parité va te foutre au fond. Donc, après, on pourrait dire oui, mais c'est worth it parce que le block space, c'est important, etc. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas d'accord avec cette réflexion-là. Je pense que ça a été une erreur, à mon avis. Mais c'est, je veux dire, voilà, on fait tous des erreurs, ça arrive. C'est justement pour ça que je pense qu'il essaie de pousser pour un changement de méthode. Tu vois, il y a des arguments, enfin, je veux dire, moi, je serais pas aussi radical que lui, je pense, mais je comprends le raisonnement qui consiste à dire, mais les gars, tant que vous n'avez pas fait un code, que vous essayez de faire pro de qualité production, quoi, genre un code vraiment de prod qui fonctionne avec
des applications, des exemples, des trucs qu'on peut tester, voilà, qu'on peut reviewer. Bah, tant que vous n'avez pas fait ça, vos soft forks, c'est non. Tu vois, genre, c'est, tu vois, genre, l'approche de James Auberne de dire je fais un opcode opvolt, ça va spécialement faire les opvolt, et on les ferait, l'opcode, on l'utilise comme ça pour faire des volts. Et ça fait pas grand chose d'autre, mais au moins les opvolts, ça le fait bien. Bah, c'est une certaine approche qui vaut le coup. Mais par contre, dire on fait opvolt et BIP 118 et BIP 119, bah, je comprends que là, du coup, on se dise ouais, ça fait beaucoup de trucs en même temps d'un coup, quoi. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut tout ça, quoi? Donc c'est voilà, c'est un peu ça qui est c'est ça qui est un peu compliqué, quoi. Et on va dire une réflexion qui était sortie pendant les Açores, qui venait plutôt de Peter Todd. Bon, Peter Todd, j'ai l'impression que des fois, il est un peu pote avec Antoine aussi sur certains aspects, notamment les trucs à la RBF et tout. Peter Todd, il avait rebalancé son argument de dire oui, mais maintenant Bitcoin c'est un triard en assets, donc faut pas faire n'importe quoi avec. Bon, c'était peut-être un peu exagéré de dire que c'est juste la valeur qui justifie ça, mais c'est surtout qu'en fait on voit que bah, à chaque fois on fait des soft forks et on fait le code qu'après. Et donc du coup on se rend compte qu'en fait ah bah non, la soft fork elle fait pas exactement ce qu'on veut, et donc en fait du coup on a des difficultés et machin, etc. Tu vois. Donc je comprends aussi que voilà. Et l'attaque dont on parle, c'est un problème beaucoup plus fondamental que d'ajouter un soft fork, quoi. C'est genre comment on fait du relais de transaction, sachant que ça fait des années que Gloria, elle travaille sur le package relais de transaction, et là, il s'avère que cette attaque, ben, elle marche quand même, même quand il y a le package relais. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment bien fait les choses, tu vois? Est-ce que avant de faire une version 3 pour les transactions, il faudrait pas qu'on réfléchisse encore un peu, quoi. Alors bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on fait rien si ça continue comme ça. Mais voilà, c'est lui, il est un peu. Chacun tire la couette dans son sens, et lui, il tire dans ce sens-là très clairement. Mais c'est pas complètement débile. C'est quand même, des réflexions qu'il faut se faire. Et il y a un moment, il a raison, et il y a des fois, il est excessif. Peut-être que là, il a été un peu excessif, mais je comprends quand même l'argument, quoi. Après, c'est Et peut-être un problème de compréhension aussi. Je pense que c'est vraiment aussi la manière qu'il a d'écrire son anglais qui fait que peut-être on a vu ça comme quelque chose de très froid, tout, peut-être, je sais pas. Mais bon, il y a tout le contexte, quoi. ouais, et je voulais demander, il travaillait pour Ledger lui avant, c'est ça? Je sais pas du tout, peut-être. Je sais plus. Mais là, il travaille pour qui? Il est indépendant? Je pense, en tout cas, il doit faire je me demande s'il fait pas du consulting ou des choses comme ça, ouais. Ouais, parce qu'après, tu as aussi des devs, ils essayent de pousser pour qu'il y ait des trucs pour leur boîte ou des trucs comme ça aussi. Bah ouais, forcément, c'est Il y a c'est ça aussi ça le aussi qui rentre problème. en compte dans tous les débats. Même quand tu voyais bah, typiquement, bon, c'est peut-être un exemple extrême, mais les débats sur les drive chains, enfin, Paul il était complètement biaisé parce qu'il avait déjà tous ces trucs derrière prêts à lancer avec sa boîte. Bah Donc ouais, bon. forcément. C'est pour ça aussi, enfin, on va pas refaire le match, mais c'est comme en 2017, je pense que les vibes d'anti-Blockstream, c'était aussi quelque part lié à ce genre de comportement qu'on peut avoir aussi. Il avait pas Genre une de grande de spirale, lui? Je me demande, ouais, peut-être Parce bien. que comme il a bien bossé sur le LDK au début, je me demande s'il avait pas une grande de spirale. Après, là, avec tous les dramas qu'il y a eu, je me demande si voilà. Je me demande s'il l'a toujours. Je sais pas. C'est Dorsey. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu brouillon toutes ces histoires. Je sais pas comment vous le sentez, mais c'est un peu Les histoires éprouvant. Ouais, de ouais, un d'Antoine peu qui tout. casse. Non, ouais, non, mais un peu cette histoire, puis même après tout ce qui euh, tous les débats autour des covenants, où il y en a qui poussent pour des covenants, et après on se rend compte qu'en fait il y a d'autres trucs qu'on sait déjà faire, qu'il n'y a pas besoin, que
qu'on a fait des trucs qui étaient pas bien avec Taproot, que même ça rejoint un petit peu les histoires des Ordinals, où on a permis des trucs avec Segwit qu'on voulait pas forcément et qu'on le découvre des années après. Bah, si tu veux, en même temps, c'est cool parce qu'on découvre des choses, quoi. C'est, mais sur les Covenants, ouais, on n'a pas fait j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fait le tour, quoi. On n'a pas encore trouvé la solution, tu vois. Genre, c'est, c'est compliqué. Il y avait OPCTV qui commençait à avoir une bonne pub là. Euh, voilà. Après, est-ce que, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on veut pas plus? Enfin, mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que bah comme on spécule plus qu'on fait du code là sur les covenants, bah du coup on a du mal à avancer quoi. C'est aussi ça quoi. Ouais, ouais. Bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas là s'il n'y a pas plus de questions? Ouais, moi je vais devoir y aller là. Ou alors je reviens dans quelques Bon, minutes si vous voulez continuer. Bon, on va arrêter, je pense, hein. on va Ouais, arrêter. Je sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, faut vite les poser, mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. manifestez-vous. Parlez maintenant ou taisez-vous jusqu'à dans 2 semaines. Et de quoi on parle dans 2 semaines, à moins qu'on ait un truc ouf d'ici là. Mais ce serait peut-être les Covenants. Bah, je sais pas, il y a la semaine prochaine, c'est les meet-up. Donc je sais Ah si oui, exact. on peut aussi se dire que comme on l'a pas fait 3 semaines, on le fait la semaine prochaine pour tout ce qui est question de meet-up. Voilà. Sinon, bah, on le fait dans 2 semaines, je sais pas. On réfléchira. Il faut Ouais, dire on peut aussi faire que ça, ouais. mercredi prochain, c'est férié, sinon c'est un peu particulier. Donc voilà. Bon, on verra, mais ouais, du coup, on peut peut-être faire la semaine prochaine, comme ça on reprend notre rythme toutes les 2 semaines, à partir de la semaine prochaine. On sera payé double si c'est férié. Et quoi? Bah, ouais, voilà, c'est ça. On va dire ça. C'est Bon, Mallory qui a fait l'attaque sur Lightning qui nous paiera. bon, allez, bonne soirée à tous, merci de nous avoir écoutés. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez dans la semaine. Soit vous pouvez les envoyer en privé le temps que je fasse l'annonce, sûrement au dernier moment comme d'habitude. Donc n'hésitez pas. Allez, bonne soirée tout le monde. Bye Bonne bye. soirée les gars. À bientôt. Salut, à plus. Merci Loïc, merci Panta. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.